Alors maintenant, comme prévu, je présente cette sonate, enfin cet extrait de sonate. Il s'agit du menuet d'une sonate en la majeur, le Hoboken. Hoboken, c'est le numéro de plus chez Haydn. C'est 16 en chiffre romain, 12 en chiffre voilà, arabe. Hoboken 16-12. C'est une sonate dont je l'avais montré, mais si je n'avais pas du tout montré cette sonate, j'avais montré dans ce menuet la cadence parfaite lors d'une vidéo sur la carte S6 de cadence. Donc c'était pas très significatif, c'était juste un petit détail, voilà. Mais je reprends cette même sonate, elle est en La majeur, donc son menuet, comme je l'ai déjà dit, le mouvement lent est concerné par un changement de tonalité, pas le menuet est dans la tonalité. Donc on est en La majeur, et il y a un trio. Le menuet, comme tout le monde le sait, enfin aussi on ne sait pas, je le dis, le menuet est tripartite, il est en 3 parties. Il y a une première partie qu'on appelle menuet, c'est le menuet proprement dit, puis une partie centrale, donc un premier volet qu'on peut appeler A, qui est le menuet, un volet B qui est souvent, la plupart du temps, en tout cas à l'époque de Haydn, appelé trio, qui à l'origine était vraisemblablement un trio, mais après chez Beethoven, les trios ne seront pas des trios. Mais ça s'appellera trio quand même. Et puis la troisième partie est la reprise de la première. Donc on a vraiment une forme A-B-A, forme classique s'il en est. Or, ce menuet est bien dans La majeur, donc le A du début et le A de la fin sont bien dans La majeur, et la partie centrale est en La mineur. Donc j'ai pris soin, comme sur la partition, d'écrire 3 bécarres, parce qu'il y avait bien 3 dièses. Donc les 3 bécarres sont annulés. Chose très intéressante dans ce menuet, c'est qu'on a affaire à un vrai menuet du XVIIIe siècle, dans toute sa splendeur, si j'ose dire, c'est-à-dire un menuet qui est de caractère aimable, voilà, on peut le qualifier comme ça. Et le trio, lui, est tout d'un coup extrêmement mélancolique du fait de ce mineur d'une part, le contraste, on vient du majeur, on passe en mineur, d'une part il y a ce contraste-là, et puis il y a le côté plaintif évidemment de cette basse chromatique en corée, donc je la montre ici encore une fois. Est-il besoin de la resignaler? Je le dis rapidement, elle a quand même une caractéristique que j'ai signalée aussi d'ailleurs, je vais le dire juste après. En tout état de cause, on passe bien en La, dans le ton de la tonique La, à la dominante Mi ici. Voilà. Alors j'écris un petit 5 entre parenthèses, puisque, comme dans certaines partitions que nous avons déjà vues, ici, le repos sur dominante n'est pas une dominante, c'est une modulation au relatif majeur. On l'a vu précédemment chez Haydn, où on était en Mi mineur avec la basse chromatique et on aboutissait à Sol majeur. C'est pareil ici, le Fa aboutit bien sur Mi, mais ce Mi porte un accord, on le voit bien ici, Mi, Sol, Do, Mi, Sol et Do, l'accord de Do majeur, et la phrase continue évidemment, et cette fois-ci, d'ailleurs c'est très intéressant, bien sûr j'ai coupé là, mon tableau d'une part n'est pas à rallonge, et puis on sort du cadre de ce que nous étudions, mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir qu'après cette descente, la basse remonte. Voilà, il y a un petit développement, etc., mais je ne rentre pas là-dedans, donc je remontre bien les éléments, départ sur La, arrivée sur Mi, et puis on a bien les deux sols, sol dièse, sol bécard, je l'ai vraiment beaucoup dit, fa dièse, fa bécard. Je vais jouer quelques petites notes du menuet en La majeur pour faire entendre le contraste entre le mineur et le majeur. Le contraste, je le redis, il y a un autre petit élément, oui, avant de le montrer au piano, il y a un autre élément qui est très intéressant. Je redis, d'une part, le contraste mineur après le majeur est un contraste très important. Ça, c'est une chose. Deuxième élément, le chromatisme. Et il y a un troisième élément, et même un quatrième. Il y a un troisième élément ici. C'est cette espèce de chromatisme filé, comme ça, un peu comme si je reprends souvent cette image, je crois qu'on le sait, on tressait, on passait le fil dessus, dessous, comme dans de la couture, comme dans de la tapisserie, on pourrait dire ici. On a des demi-tons, que des demi-tons ici, mi, fa, demi-ton, puis ré dièse mi. On reprend le ré dièse mi pour faire do dièse ré, et puis do dièse ré pour faire si do. Ça c'est quand même très intéressant, je les signale ici, le demi-ton mi fa, qui trouve un genre d'écho, c'est un peu bête ce que je dis, c'est pas un écho, mais enfin ça réplique immédiatement après, je le joue séparément, on a bien mi fa, puis ré mi. Mi, fa, ré, mi, un silence, et le deuxième élément, cet élément-là, reproduit exactement celui-ci, c'est-à-dire ré dièse mi, puis do dièse ré.
Voilà, et ces éléments-là, évidemment, là on est écourté, c'est-à-dire que là, cet élément, ce petit phrasé se développe sur deux mesures. On voit bien ces deux mesures ici. Et puis ici, il y a un genre de raccourci, c'est désormais une mesure, une mesure. Mais on retrouve bien ces demi-tons, Do dièse Ré, Si bécard Do. Voilà un élément, un autre élément qui rajoute, si j'ose dire, de la mélancolie par cette profusion de demi-tons. La voix du milieu, elle aussi, si j'ose dire, se plaint, on peut dire. Et puis il y a une voix supérieure qui, elle chante très, très tranquillement, avec un petit motif tout simple qui est Do, Si, La, puis Si, La, Sol, puis La, Sol, Fa, entrecoupé de sauts d'octave. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une imitation de Sanglot, mais il y a un petit peu de ça, il y a un petit côté plaintif, y compris dans le rythme décalé. Ce sont bien des syncopes, à chaque fois, j'ai le demi-soupir qui commence ici, et puis j'ai bon temps Do, Si, La, Ta, Ti, Ta. Je vais développer un petit peu ça, donc je ne fais pas d'analyse ici, je ne fais que de la description du texte, mais c'est important d'y rester un petit peu. Alors avant de jouer le petit enchaînement, je ne vais pas beaucoup jouer, mais je vais déjà faire entendre ces éléments-là. Voilà la basse ici de La, qui est donc long, c'est une blanche pointée, je ne la compte pas ici. Voilà le Sol dièse, Sol bécard, Fa dièse, Fa bécard, et voilà le Mi. Alors voilà la voix du milieu. Là on a affaire à un vrai trio, il y a vraiment trois voix. Voilà la voix, la basse, puis la voix du milieu. Mi, Fa, Ré dièse Mi, Do dièse Ré, Do dièse Ré, Si, Do. Alors une chose très importante, je vais le refaire pour l'oreille et je ne parle pas en jouant après, il y a une chose très importante, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre le rouge, simplement pour montrer, ce que j'avais beaucoup montré, c'est encore l'occasion de le faire et c'est très bien comme ça, c'est que la note réelle, la note qui compte vraiment, et en ça, là, je précipite un peu mes phrases, mais bon, peu importe, j'espère qu'on me suit. On va retrouver un élément qu'on avait déjà chez Pergolèse. Je m'explique. La note réelle je ne parle que ces deux voix, j'ignore totalement le soprano. Dans ces deux voix, ce sont bien les sixtes, c'est-à-dire le La et le Fa. La note importante, c'est le Fa. Puis c'est le Mi. Puis c'est encore le Mi. Puis c'est le Ré. Puis c'est le Ré. Et enfin, ici, c'est le Do, mais je le mets entre parenthèses parce qu'on sort du cadre, puisque c'est un Do de modulation vers ut majeur, le relatif majeur de la tonalité de La mineur. Je me répète, on a bien donc des sixtes. Les fameux sixtes, les voici encore, et cette fois-ci, je suis entre guillemets très content, puisque j'ai toutes mes sixtes, j'entends par toutes mes sixtes, c'est-à-dire la première aussi. Ça, pour moi, c'est la même. Sol, Mi, Sol, Mi, puis Fa, Ré, Fa, Ré. Donc j'ai bien trois sixtes réellement. Allez, prenons encore une autre couleur, bien que j'ai vu que ça ne se voyait pas beaucoup, que c'était du bleu. Mais j'ai bien ma première sixte ici, ma deuxième, c'est la même, ma troisième. Donc je le redis pour que ce soit très clair. J'ai bien La, Fa, Sol, Mi une première fois, Sol, Mi une deuxième fois. Fa, Ré une première fois, Fa, Ré une deuxième fois, et Mi, et celle-ci ne compte pas. C'est autre chose, c'est modulant. Ce que je veux montrer maintenant, alors je vais le faire entendre, mais je m'explique un petit peu devant le tableau. Donc l'essentiel, c'est ça que je veux montrer, quand je parle de tissage, là on a vraiment affaire à ça, c'est que le compositeur ici trace un trait comme ça, très plaintif, avec les fameux demi-tons. Mais donc la note qui compte étant bien le Fa, ce Fa est amené par le demi-ton inférieur. Alors ici, exceptionnellement, contrairement à ici et contrairement à ici, je m'explique, les notes réelles ici sont le Sol dièse et le Mi, mais le Ré dièse est vraiment étranger. On est bien d'accord. Mais par contre ici, le Mi, il est à la fois un serviteur expressif du Fa, mais il est en même temps une note réelle. Comme on l'a vu chez Bach, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Donc on peut dire ici qu'on a affaire à un véritable accord de quinte, accord de La mineur à l'état fondamental, La, Mi et Do, puis cet accord se transforme en accord de Fa, c'est-à-dire accord de sixte. Tandis que ici, ce Ré dièse est vraiment étranger. Souvenons-nous, dans
pergolèse, on avait bien à chaque fois cette note, la sixte, ornée, appoggiaturée par son demi-ton inférieur. Voilà. Autre élément que je veux montrer qui m'intéresse aussi beaucoup et que j'ai beaucoup signalé, il est là aussi, c'est pour ça qu'il faut bien le voir, c'est que j'ai le retard 7-6, puisque j'ai le Fa qui dure et qui se résout sur Mi. Il se résout sur Mi, mais en passant par Ré dièse. Donc ici, la sixte Mi reste, donc c'est un 7-6. Mais la résolution vers le 6 passe par la quinte. Souvenons-nous, dans Purcell, je l'avais noté, et j'avais mis, je crois, entre parenthèses, un petit 5 ici. Ce 5 est une note vraiment étrangère, je l'écris, mais l'essentiel, c'est vraiment 5, 6, puis 7, 6. Là, ça disparaît 6, puis 7, 6. Et là, ça disparaît aussi, il y a un petit vide ici. Je crois m'être bien fait comprendre. Alors, je vais rejouer basse ténor sans parler, qu'on entende bien le piano. Voilà le La. Je reprends et je ne joue pas ces notes-ci. Qu'on entende bien les sixtes et les retards 7-6. Donc là, Mi, Fa, puis Sol bécard, sixte, Mi, Fa dièse, 7, 6. Voilà, je crois m'être fait comprendre. Alors, on va bien avoir la main gauche du piano. Au piano, la main gauche jouera donc ces deux voix, donc ça donnera ça, et le soprano chante par-dessus. Ici, j'ai déjà fait remarquer que le soprano chante essentiellement Do, Si, La. Alors en fait, il chante, je vais le jouer aussi d'ailleurs, il chante Do, Si, La, Si. Ça, c'est la note manquante à l'harmonie. On a bien Sol dièse Mi, donc la note qui manque, c'est Sol, Si, Mi, le voilà le Si. De la même manière, ici, c'est Fa dièse Ré, donc la note qui manque, c'est le La, voilà le La. Et évidemment, la troisième note arrivée, c'est bien le Mi, la même que celle-ci. Donc l'élément chantant, je rejoue à ma manière, c'est-à-dire que je modifie le texte. C'est comme si j'avais Do, Si, La, Si, puis Si, La, Sol, La, Sol, Fa, Si. Voilà. J'espère me faire comprendre. Évidemment, je triture un peu le texte, mais c'est pour être bien clair. Voilà, donc si je joue quelques mesures, c'est intéressant de jouer quelques mesures avant du menuet. Le menuet, c'était enfin la première partie que je qualifiais de partie A, se termine comme ça, La majeure.
Voilà, ça donne une idée, on entend bien, je rejoue la petite cadence en Ré majeur. Voilà, il y a différents, on peut le jouer selon l'humeur, hein, on peut le jouer, exagérer un petit peu le contraste, là je crois que je l'ai fait un petit peu. Voilà, on pose bien, on prend le temps. Voilà, on peut accentuer un peu ce caractère un peu plaintif, et je trouve que c'est très très intéressant de voir ce contraste. Et je suis content de montrer ça, je l'ai dit à plusieurs reprises pour d'autres extraits, mais je suis bien content parce que ça montre des emplois, des manières d'écrire différentes, et à la fois différentes et à la fois tout à fait conformes au modèle que j'ai montré, notamment avec les 3 sixtins, les voilà, je les remontre pour qu'on soit bien d'accord. La première, la deuxième et la troisième. Voilà, ça sera tout, je pense, je suis sûr pour Haydn. Et je vais peut-être montrer brièvement l'exemple chez Mozart. Pourquoi brièvement? Parce que je l'ai déjà montré, mais je ne l'avais pas montré pour ça, je l'avais montré pour la sixte augmentée. Dans la vidéo du deuxième chapitre sur les sixtes augmentées, je le refais pour montrer cette fois-ci, pour un peu appuyer sur l'aspect chromatique. Voilà. Alors donc pour terminer mon exemple, j'ai donné 2 exemples chez Haydn, d'ailleurs même 3, puisqu'il y avait le premier était double. Voilà un exemple qui complète, je pense, de manière assez à propos, cet ensemble avec le chromatisme et la basse. Il est pris chez Mozart dans la fameuse, elle est assez connue, Fantaisie en Ré mineur pour piano seul. Voilà, Fantaisie en Ré mineur. Le passage ici est en La mineur. Alors, on est bien d'accord, je le redis encore une fois, on voit bien le chromatisme, on a le la tonique, l'accord de tonique, donc la fantaisie est bien en Ré mineur, mais ici on est bien en La mineur. Il écrit Bécard parce qu'il y avait un dièse qui se promenait juste avant, d'ailleurs, je vais peut-être le jouer juste le tout petit extrait, on arrive sur un repos sur dominante en Ré mineur, donc sur l'accord La, Do dièse Mi. On entend bien ça. La, Do dièse Mi, c'est pas du tout sous cette forme. On parle de la Do dièse Mi. Puis le Mi est tout seul. Et on entend l'accord de la mineur. On a de nouveau ce contraste qu'on avait chez... Ceci dit, il y a une petite originalité là, je vais juste le rajouter. On a le même contraste qu'on avait chez Haydn, opposition La majeur, La mineur. Mais attention, ici, il ne s'agit pas d'une opposition La majeur, La mineur, pas du tout. Mais il s'agit d'une... Enfin, il s'agit quand même de ça, on est bien d'accord, mais l'accord de La mineur n'est pas un accord de tonique. Chez Haydn, on avait une partie qui était vraiment à La majeur, donc l'arrivée de l'accord de La était un accord de tonique. Puis on avait une harmonie de tonique en La mineur. Tandis que là, l'accord qui sonne aux oreilles, c'est l'accord de La majeur, mais en tant que dominante. Voilà, bon, je le dis, c'est quand même des choses importantes à noter. Donc voilà, on est bien en La mineur, La, Do, Mi. Les basses ici sont des basses octaviées, hein, ce sont des octaves. Ce ne sont pas 2 voix, c'est ça que je veux dire. Ce ne sont pas 2 voix. Ça n'est pas basse, ténor, alto, soprano, pas du tout. C'est 3 voix, c'est une écriture à 3 voix. Je l'écris ici. On a l'impression que c'est 4, mais c'est pas 4. Parce qu'après, certains pourront dire, j'ai déjà entendu dire ça, mais alors il y a des octaves consécutives. Non, il n'y a pas du tout d'octaves consécutives. C'est la voix de basse qui est octaviée, comme à l'orchestre. Ce qui sera au violoncelle peut être renforcé dans le grave par la contrebasse, de la même manière le basson par le contrebasson, ou l'alto par les violoncelles. Donc je ne rentre pas dans ces détails, c'est bien 3 voix. Donc basse, ténor, alto. Enfin, peu importe, on ne peut pas nommer ces voix. Disons basse, alto, soprano. C'est pas très important, 3 voix. Le bas, le milieu, le haut. Donc ici c'est bien sol dièse, sol bécard, fa dièse, fa bécard, et puis l'arrivée sur dominante ici, après avoir fait sonner une double appoggiature, c'est-à-dire ré dièse là, qui est réattaqué.
C'est donc un accord qu'on chiffrera plus 7. Voilà, sans plus de détails, plus 7, ça veut dire que sur le Mi, il y a quelque chose qui est une septième majeure, qui est comme ça n'est pas, mais c'est comme une sensible. C'est la sensible de la dominante. Voilà. Donc on chiffre quand même plus 7. On peut chiffrer dièse de 7, c'est pareil. Hein, d'accord. Maintenant, petite analyse rapide, il manque une chose là-dedans, donc c'est bien ce que je dis. Des fois, certains éléments y sont, des fois, ils n'y sont pas. Des fois, ils y sont tous. Comme de chez Pergolèse, je crois qu'il y avait tout. Il y avait à la fois les 3 sixtes, il y avait les 7-6, il y avait le chromatisme que j'appelle, il ne faut pas le dire, chromatisme intégral, il y avait la sixte augmentée, enfin bon, c'était tout y était. Là, il n'y a pas les 3 sixtes, il n'y en a que 2. Une première, une deuxième. Il n'y a pas la montée sur le Fa. Donc c'est un accord de quinte, un accord état fondamental, et un autre état fondamental. C'est ce que j'avais montré tout à fait au début, ça peut se chiffrer dièse. Peu importe, je ne l'écris pas, c'est évident. Hein. Allez, écrivons-le. Dièse. Voilà, c'est un accord de dominante. Que voulais-je dire? Oui, le chromatisme intégral ici, non, c'est pas ça que je disais, mais peu importe. Il y a donc la sixte attaquée. Je reviens à un premier propos, ça me reviendra après, c'est pas très grave. Donc une première sixte, on a bien sol dièse si mi, puis ce que j'appelais, de manière un peu abusive, hein, le terme est un peu un chromatisme intégral, c'est-à-dire la voie intermédiaire se mêle aussi de chromatisme, de faire du chromatisme à l'imitation de la basse. Donc sol, si bémol, mi, puis ici le fameux 7-6, oui. Alors ça c'est très intéressant, c'est bien une sixte, mais c'est une sixte avec le 7-6, c'est le retard du Mi, ici sous format appoggiature, puisqu'il est bien attaqué, et la sixte est augmentée, donc c'est 7 dièse 6. Pardon, mon chiffrage est correct, c'est dièse 6, ça indique simplement que la sixte Ré est bien Ré dièse. Mais c'est une sixte augmentée quand le Fa est bécard. On est bien d'accord. Et ici, les deux éléments Ré là sont réattaqués, créent donc une dissonance très forte, une tension énorme qui se résout ici sur l'accord Mi, Mi, Sol dièse. Là, le Sol est bien dièse parce que le Sol est dièse ici. La résolution se fait au moyen de ce petit ornement écrit qu'on peut appeler gruppetto. D'ailleurs, c'est un gruppetto d'une certaine manière. Voilà. Donc je vais le jouer pour le faire entendre. Et je n'ai pas tellement d'autres choses à dire que simplement avoir signalé tous ces éléments. Donc voilà, je ne vais pas le jouer exactement, je le jouerai exactement après, je le fais entendre un peu en détail. Donc voilà le Mi, qui est la quinte de l'accord de La mineur. Puis voilà l'accord de La mineur, avec la basse octavier. Voilà Sol dièse Si Mi, Sol bécard Si bémol Mi. Puis voilà Fa dièse La Mi septième, qui se résout sur Ré dièse. Et au moment du Fa bécard, il y a changement de position. Ça n'a pas de sens particulier sur le plan harmonique. Et ici, sur Mi, on réattaque les deux éléments qui se résolvent sur Mi Sol dièse. Mais avec le petit ornement qu'on dessine souvent sous la forme d'un petit zigzag. Hein, le gruppetto. Donc voilà le texte joué tel qu'il est. Bon, allez, je vais jouer ce qui précède juste avant pour faire entendre cet accord. Alors on a quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce de cri, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la lamentation ici, qui est ça. Bon, je vais abréger, hein, je continue pas, donc la phrase se finit comme ça. Puis on a un La forte, l'accord, silence, et le même élément, La, qui monte sur Si bémol, avec accord de septième diminué, il est reproduit, mais comme un écho lointain et différent. La, Si bémol, mais sous cette forme, La, voilà, le Si bémol, puis et ici, voilà, le La, Do dièse Mi. Et l'arpège, c'est beaucoup plus lent que ce qui est écrit évidemment, silence, on a donc dans l'oreille l'accord de La majeur qui est devenu très ténu, puis voilà un Mi très autoritaire, très impérieux, un Mi répété, un peu comme la sonnerie du jugement dernier, c'est un peu ça l'idée. Hein.
Alors, je reprécise une chose que j'ai dit tout à fait avant. C'est vrai, il est vrai que chez Mozart, cet enchaînement ne va pas être très courant. Enfin, d'ailleurs, je ne connais pas comme ça d'exemple, je ne serais pas capable d'en citer. Celui-ci, je le connais particulièrement bien, donc je l'ai dans l'oreille. Je pense qu'il est connu d'ailleurs. Hein. Donc je tenais à le citer, mais enfin, je ne vais pas donner l'impression que mon propos serait de dire que chez Mozart c'est courant. Non, c'est plus très courant. Justement, c'est un enchaînement qui va être de moins en moins cité. Et voilà, chez Haydn, comme je le disais, il est encore très courant, mais un peu comme une référence à l'ancien style, puisque chez Haydn on est aussi un peu H20, là, il y a des éléments de l'ancien style, c'est-à-dire du style qu'on appellerait baroque, c'est-à-dire de la période de Bach et non pas de la sienne. Donc à la fois Haydn est quelqu'un qui est vraiment tourné vers le 19e siècle dans toutes ces innovations au niveau de la forme sonate, c'est lui qui incarne, on l'a appelé, bon abusivement, c'est des termes que je n'aime pas, que je trouve un peu bébête, le père de la, je ne sais pas quoi, d'ailleurs le père de la symphonie, le père du quatuor, mais c'est vrai en même temps. Le père de la symphonie, le père du quatuor, le père de la forme sonate. C'est un peu vrai tout ça, c'est-à-dire ce qui va se éclore à un très haut niveau chez Beethoven, chez Mozart aussi d'ailleurs. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est tourné vers le 19e siècle, mais c'est en même temps quelqu'un, Haydn, qui emploie des éléments de la période précédente, donc notamment ce chromatine. Chez Mozart, ce sera beaucoup moins le cas. Voilà. Et on va le voir réapparaître de manière un peu inattendue, dans un nocturne, pas dans un nocturne, pardon, dans un prélude de Chopin, où il est dans sa forme la plus authentiquement empruntée à la période baroque, dite baroque. Voilà. Et après, j'aurai l'occasion, je me répète beaucoup, je crois que je l'ai déjà beaucoup dit, quand je citerai Schubert et Wagner, il n'y aura pas le chromatisme, justement, et on sera en majeur. Paradoxalement, puisque Wagner est associé au chromatisme, justement là, il n'y a pas de chromatisme, c'est le motif qu'on a dans Lohengrin, etc. Enfin, etc., pas etc., essentiellement dans Lohengrin, et puis je remontrerai les accords de Tristan, parce qu'il y a un rapport immédiat avec ça, cet enchaînement. Voilà pour cette séance. Alors, j'avais dit que je concluais la séance, en fait ce n'était pas tout à fait vrai, je vais rajouter dans cette séance, dans cette unité, l'exemple de Chopin. Pourquoi? Parce que Chopin est vraiment un compositeur, justement on a vu Haydn et Mozart qui sont vraiment des compositeurs de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Comme je le disais, Haydn reprend ces éléments anciens, et de manière donc très inattendue, Chopin, au début du 19e siècle, enfin au début, un 19e siècle bien engagé, Chopin était né en 1810, la même année, si mes souvenirs sont bons, que Schumann, par exemple. Tous ces compositeurs sont nés dans une génération 1810. Hein. Schumann, Chopin, 1813, par exemple, c'est Wagner, voilà. Donc Chopin, lui, ne vivra pas très longtemps, va mourir en 1849, à 39 ans, ce qui est quand même très jeune. Mais donc, il va écrire dans ses préludes, je regarde bien, c'est le 20e prélude, le prélude en ut mineur, ce très bel enchaînement. Alors, je vais jouer le début du prélude, qu'on ne m'en veuille pas trop, je ne vais pas jouer de manière forcément... je ne fais pas du tout un récital de piano, je montre simplement les accords. Et je montre un élément qui est très important cette fois-ci. Il n'y a pas du tout de contraste majeur-mineur, mais il y a un contraste de nuance, enfin de dynamique, je ne sais pas comment on doit dire, d'intensité, c'est qu'il écrit fortissimo. Donc c'est vraiment fort, c'est une sonorité très pleine, avec des accords très pleins, avec des basses octaviées dans le grave, voire l'extrême grave. Et puis va suivre tout de suite après ça, dans un piano qui est un peu comme une image lointaine, cet enchaînement que j'ai écrit au tableau. Alors peut-être on peut s'y arrêter, je ne sais pas si je commence par là, je vais quand même le faire tout de suite, en faire une brève analyse, je dis brève parce qu'elle a déjà été faite 1000 fois.
mais il y a quand même des petits éléments qui m'intéressent. Justement, ce qui m'intéresse, c'est sa parfaite conformité au modèle. C'est un peu inattendu. Bon, voilà. Donc on est bien en Do mineur, j'ai bien mis les 3 bémols, et on a bien, alors encore une fois, des basses octaviers, donc ça ce ne sont pas 2 voix, c'est bien une seule voix. On a bien tous les éléments qui nous intéressent, donc c'est bien un départ sur accord de tonique à l'état fondamental. Je le chiffre 5. Voilà la tonique, voilà les 2 si qui sont des sixtes. Alors il y a une sixte avec le, bon je le dis, hein, allons-y, voilà le si bécard, si bémol, et c'est bien 7-6. C'est-à-dire le La bémol. Alors ici, pardon, je m'embrouille un petit peu, je veux aller toujours trop vite. Je reprends plus posément. Ce que je voulais dire, c'est qu'après avoir fait entendre un premier accord de tonique à l'état fondamental, ici on trouve la fameuse sixte qui manque parfois, qui manquait par exemple dans l'exemple de Mozart. Ici elle y est, une sixte sur la tonique, donc un accord du 6e degré, un accord de La bémol majeur. Voilà la quinte, le sol, et voilà la sixte, le La bémol. Donc ici, accord de La bémol majeur. Et ce La bémol persiste sur le Si bécard, occasionnant en ça d'ailleurs une septième qui n'est pas n'importe quelle septième, c'est une septième diminuée. Donc on a La bémol, Sol, donc 7-6. Et on a, comme on avait dans l'exemple de piano de Haydn, on a la septième qui se résout sur la sixte en passant par le demi-ton inférieur. Souvenons-nous, dans Haydn, on avait Mi qui montait sur Fa, et avant de redescendre sur Mi, le Fa traînait, puis passait par le Ré dièse. C'est exactement la même chose. On a Sol qui monte sur La, le La qui dure, mais avant de se résoudre sur le Sol, il passe par le Fa dièse. Et ce Fa dièse Sol, on l'avait, donc je l'avais aussi signalé à l'occasion de Haydn, on l'avait chez Pergolèse. Donc on pourrait mettre ici, la note est extrêmement brève de toute façon, on pourrait mettre un petit 5, un petit dièse 5, une petite quinte diésée, qui d'ailleurs est à l'occasion une quinte juste. Et puis à nouveau, on voit bien comme on a eu Si bécard, Si bémol, on a bien ici La bécard, La bémol, et on a bien encore une fois 7-6, c'est-à-dire que le Sol persiste et se résout sur le 6, sur la sixte, qui cette fois-ci est diésée. Donc on a un petit peu vraiment, je suis assez content de ça, parce qu'on a vraiment tous les éléments qui nous intéressent. C'est un magnifique exemple. En ça, il est particulièrement beau. C'est intéressant ce que je viens de dire sans le vouloir. J'ai dit il est particulièrement beau. C'est intéressant parce qu'il est particulièrement beau, oui certes, mais c'est le même. Mais dans ce contexte-là, justement, il va sonner avec quelque chose qui est différent. Il est à la fois exactement le même, note pour note. Mais il a quelque chose de particulièrement mélancolique, d'ailleurs, je vais le montrer, dans son contraste avec la première phrase, qui est aussi en ut mineur, mais qui est dans un forté très impérieux, qui s'impose, enfin je ne sais pas si c'est le mot, enfin en tout cas une présence sonore importante, et puis là quelque chose qui est comme une espèce d'écho lointain, qu'on peut qualifier de très mélancolique. Alors ici, je signale juste une chose qui ne concerne pas notre enchaînement. Bon, d'une part, l'arrivée sur la dominante avec l'accord à l'état fondamental, donc je le chiffre comme ça, et puis souvenons-nous dans le fameux choral qu'on a tant vu, et dans l'harmonisation que j'avais proposée dans les harmonisations, les 4 harmonisations de Bach, on avait bien dominante et encore dominante, donc quelque chose qui peut se chiffrer par un trait, c'est un accord plus 4, pardon, je l'écris mieux, mon 4, un accord plus 4, avec ce petit passage double ici, je l'avais signalé, hein, j'invite tout le monde à, voilà, ça c'est des choses qu'il faut voir et revoir. Alors on le revoit parce que je l'avais signalé, j'avais montré comme exemple de Chopin que ça. Eh bien voilà, c'est intéressant. Et ça arrive évidemment sur une tonique, exactement comme dans le choral de Bach, Herzliebster Jesu, c'est-à-dire que j'avais le bel enchaînement bien connu, Sol, Do, Fa, Mi à la basse. Mi bémol, évidemment, on est en Do mineur, accord de sixte. Le plus 4 s'enchaîne à 6. Ça, c'est un autre propos, mais j'en profite parce que c'est quand même très important de l'avoir. Alors, avant de montrer à l'oreille, pour l'oreille, le contraste entre le forté précédent et ça, je vais quand même montrer ça en détail, hein, au piano, le faire entendre. Encore une fois, ce ne sera pas une surprise parce que c'est la réplique exacte. Donc voilà la basse Do grave, qui monte d'une octave, et puis la descente, Si bécard, puis Si bémol, La bécard, puis La bémol, le Sol, qui passe Fa bécard, et qui arrive sur la tonique Mi bémol. Et après j'aurai quelque chose, enfin
l'avait vu chez Purcell, par exemple, dans d'autres exemples que j'ai montrés. Après cette base chromatique, le fameux passus durius culus, pour reprendre le terme très savant, on avait une section cadentielle, on l'avait chez Purcell dans Didon et Linné par exemple. Voilà, donc je fais maintenant entendre l'harmonie complète, j'ai bien Do, basse avec Mi, Sol. Ah oui, autre petite chose, je le dis, oui j'avais oublié de le dire, c'est un détail mais qui est quand même très important, c'est qu'il y a une octaviation de la basse, très intéressant, ce que je signale là, j'invite tout le monde à y faire attention, il y a une octaviation de la basse, oui, et il y a aussi une octaviation du soprano. Parce que ça, ce ne sont pas deux voix, on a bien mi, mi, ré, do, do, ré, et là, c'est plus le cas, ce sont des sixtes, peu importe, et on retrouve ça ici. Mais faisons attention, j'invite tout le monde à faire attention, ce ne sont pas, on est vraiment ici, encore une fois, c'est en ça qu'on est tout à fait dans le modèle qui nous intéresse, c'est une écriture à 3 voix. Et il y a un moment, c'est vrai, il y a une division en 4 voix réelles. Je montre bien les 3 voix, voilà, la basse, enfin la voix du bas, la voix du milieu, la voix du haut. J'ai une octaviation vers le grave, une octaviation vers l'aigu. Voilà, ce qui lui confère un caractère aussi peut-être plus pianistique que si ça avait été un Corelli. Voilà. Et bon, on a bien une octaviation du bas, une octaviation du haut. On voit bien ici, je le relis, Do, Mi, Sol. Changement d'octave, ça n'a pas de sens particulier sur le plan harmonique. Do, Mi, La. Si, Ré, La, Fa dièse, Si bémol, Ré, Sol. La bécard, Do, Sol. La bémol, Do, Ré, Fa dièse. Alors c'est ici qu'il y a effectivement 4 voix, c'est-à-dire qu'il y a une voix qui se divise en 2. Et on a affaire, je ne l'ai pas signalé, je le dis ici, à quelque chose qui pourrait se chiffrer 4-3. Hein. C'est l'accord 4-3 avec dièse 6. Ce serait, enfin c'est, elle entre dans la catégorie, si tant est qu'on doit faire absolument des catégories, mais oui, il faut les faire pour la pratique des choses, c'est important. Moi qui suis le spécialiste de la version A et de la version B, donc là, au lieu de s'appeler A et B, on a les fameuses sixtes augmentées italiennes, qu'on avait chez Mozart, c'était une italienne, d'ailleurs, entre parenthèses, pendant que j'y suis, je le dis. On a la française et l'allemande, là c'est une française, le 4-3, hein, c'est typiquement une française, et là le repos sur dominante, où il n'y a plus, il y a bien 4 voix ici. Basse, ténor, alto, soprano, là c'est légèrement défectif, si je peux dire ici, et on retrouve bien les 4 voix, Parce que ça c'est une vraie octave, ce n'est plus une octaviation. Voilà, alors je joue lentement ce passage, et après je fais entendre le forté précédent. Donc on a bien Do, octave, Mi, Sol, le milieu, puis on entend bien le Sol, qui monte sur le La bémol. Le La persiste, passe par le Fa dièse pour aller sur le Sol. Le Sol est réattaqué avec le La bécard. Il se résout sur un Fa qui est dièse. Et voilà la dominante. Plus 4, tonique. Voilà. Donc je reprends les quelques mesures initiales. Je vais peut-être même un petit peu les détailler, je les rejouerai après. Je signale, j'en profite, hein, il faut faire un peu feu de tout bois, je signale une chose qui m'intéresse beaucoup, qui n'a pas de rapport avec ça, c'est l'accord de septième, que chacun y pense bien, parce qu'elle est présente chez Wagner, par exemple, à un endroit précis qui m'intéresse aussi, donc il faut en profiter pour le fixer. La septième du 4e degré est un accord un peu inhabituel, pas très inhabituel, mais quand même un peu. Donc, écoutons bien ça. Voilà un accord assez chargé, assez complet, d'ut mineur. C'est le premier accord du prélude écrit fortissimo. Voilà, je ne vais pas taper là maintenant, mais enfin, c'est un accord très chargé. Et on descend sur le Fa grave. Donc, la basse fait bien Do, tonique, Fa sous dominante. Or, dans le cas le plus courant, le plus entre guillemets normal, le plus simple, l'accord de ut mineur devrait aller sur l'accord de Fa mineur. Ce qui d'ailleurs est très beau et très bien. Il aurait très bien pu le faire. Voilà, Do mineur, Fa mineur, tonique, sous dominante. Or il écrit ça. Tonique. Voilà, le Mi au lieu de monter sur le Fa reste. Voilà, donc il y a aussi là quelque chose de particulier, hein, de très... je ne sais pas, je ne vais pas trouver l'adjectif à chacun de le sentir.
Donc voilà, c'est ce début. La bémol. Cadence parfaite dans la bémol. Retour à ut. Voilà l'enchaînement. Cadence. Voilà la cadence proprement dite. Et là, il reprend encore une fois, mais pianissimo. Avec un accord très long, puisqu'il est écrit ronde, il y a un retenu, il y a un point d'eau, il est très long. Voilà, bon, je joue de manière approximative, hein, j'ai pas, je le lis, mais bon. J'invite tout le monde à écouter de beaux et de belles exécutions de ça. Je pense que, et je sais pas, je l'ai joué lent, il est écrit l'argot, donc on peut jouer lent à assez lent. Je pense qu'il ne faut pas exagérer dans la lenteur, j'ai peut-être un peu exagéré. Voilà, c'est simplement pour faire entendre ces enchaînements. Voilà, je pensais que c'était intéressant de montrer ça. C'est un petit peu une pièce perdue au milieu du 19e siècle, une pièce de l'harmonie ancienne qui se trouve un peu égarée, comme ça, en plein milieu du 19e siècle. Voilà, et bien en tout cas, que tout le monde en prenne de la graine. Voilà, au revoir.